Bonjour, merci d'être présent. Donc Blandine Tourneux, je m'occupe, comme vient de le dire Nancy, de tous les moyens son au Fresnoy. Donc ça veut dire que ça va du tournage à la post-production. Donc les moyens de tournage, micro, perche, câble, enregistreur, mixette. Et après, les salles de montage, les studios d'enregistrement, les studios de mixage. Donc c'est ce que je fais au Fresnoy depuis 2001. Je suis arrivée mi-juillet 2001. Et avant ça, j'étais sur Paris dans le monde du cinéma et de la télévision. J'ai travaillé tout d'abord en étant intermittente auprès d'une société, Lobster Film, qui faisait de la restauration sonore et visuelle de vieux films. Et on avait à l'époque 2 quotidiennes jeunesse pour la 5e, avec des films d'animation restaurés et qui étaient à destination de la jeunesse. Donc j'ai été formée à la restauration des films anciens au niveau du son. Et ensuite, j'ai travaillé dans une société de moyens techniques, Télétota, qui travaille pour la télé, tout ce qui se passe après le tournage, donc ce qu'on appelle la post-production, et aussi pour le cinéma. Donc j'étais en charge de salles de montage son, de studios d'enregistrement pour des voix off, des voix de doublage, des voix post-synchronisées, et aussi des studios de mixage. Voilà, donc Nancy m'a connue au Fresnoy en étant stagiaire au pôle vidéo. Et elle m'a proposé de venir aujourd'hui. C'est un peu la première fois pour moi d'être dans ce rôle. Souvent, je suis comme vos camarades derrière les outils. Donc en fait, elle m'a proposé d'expliquer le son au cinéma. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est que en fait, le son au cinéma, c'est surtout une équipe de plusieurs personnes qui vont travailler pour un scénario, pour un réalisateur, en équipe, avec d'autres spécialités, l'image, la lumière, la machinerie sur un tournage. Et cette équipe des gens du son, bizarrement, c'est pas forcément des gens qui travaillent toujours ensemble. C'est-à-dire c'est des gens qui, sur un même projet, un même film, peuvent très bien travailler ensemble, si on prend un perchman et un ingénieur du son tournage. Mais si on prend par exemple un bruiteur, il se peut qu'il ne rencontre jamais les gens qui étaient au tournage et le monteur son, voire le mixeur. Donc c'est assez étonnant, c'est un travail d'équipe. Parfois les gens sont ensemble à un instant T. Parfois ils se passent le bâton de relais en fait. Et la production continue, quoi. Voilà, donc c'est surtout une alchimie en fait avec différentes personnalités autour d'un réalisateur et de ses volontés, quoi, artistiques. Alors je voulais commencer un peu ma présentation par un film sans vous montrer l'entièreté. Je vais vous montrer pas mal de petites choses où justement je vais vous montrer les métiers en fait liés au son dans le cinéma. Et ce que m'avait proposé Nancy, c'est pourquoi pas un échange en fait avec vous, si à chaque entre guillemets chapitre vous voulez qu'on en discute. Je crois que c'est plutôt une bonne façon de faire, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à intervenir. Donc j'avais fait en petite introduction mon petit plan. Voilà un petit peu les métiers que je vais essayer de vous détailler. Donc l'ingénieur du son et le perchman en tournage, qui sont vraiment l'équipe minimale pour un tournage de fiction notamment. Ensuite le travail du monteur son, le travail d'un bruiteur, le travail d'un sound designer, qui est parfois compositeur, mais parfois il ne l'est pas, donc il y a un compositeur en plus. Le mixeur, et puis après vous expliquer un petit peu les étapes chronologiques de la fabrication d'un film, une fois le tournage terminé, comment ça se passe en fait. Voilà, j'espère que ça répond un peu à vos attentes du jour. Et je vais essayer d'être concise et n'hésitez pas à réagir. Donc la première chose que je vais vous montrer, donc, c'est un petit film, un extrait d'un projet du Fresnoy l'année dernière, donc de Ismaël Chandouti, qui a fait un film justement sur les personnes sensibles aux ondes et qui sont obligées de finalement parfois sortir de la société pour arriver à vivre le plus simplement possible en dehors des zones chargées par nos ondes de téléphone portable, de Wi-Fi. Voilà, donc ça parle un petit peu finalement du son aussi. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a eu des moyens de tournage, donc c'est-à-dire qu'il y a eu du son direct pris au moment du tournage, et il y a eu beaucoup de travail en post-production.
C'est-à-dire qu'il a récolté au moment de son tournage des témoignages et il a fait faire des voix off à des acteurs en studio, il a fait du bruitage, il a fait de la création sonore, du sound design, du montage et du mixage. Donc il a un peu fait toutes les étapes que je vais vous expliquer davantage ensuite, quoi. Voilà, donc je vous laisse regarder le début de ce petit film. Pour moi, ça a d'abord commencé par des sortes d'acouphènes et des sensations de brûlure au visage. C'était juste à certains moments. Et puis très vite, c'est devenu tout le temps. En faisant des recherches sur Internet, j'ai fini par comprendre que je n'étais pas la seule dans ce cas. Quand je téléphonais, j'avais comme des piqûres d'aiguilles dans l'oreille et des pertes de mémoire. Ça durait parfois plusieurs heures après avoir accroché et ça m'empêchait de travailler. Comme ça m'a inquiété, j'ai fait toutes sortes d'analyses. Mais il disait toujours qu'il n'y avait rien. Jamais rien. La seule chose que la médecine du travail a pu faire, c'est de m'arrêter pour dépression. En ville, comme les ondes sont presque partout, pour moi c'est devenu très difficile de vivre normalement. Pendant longtemps, on ne s'est pas vraiment posé la question. Au mieux, on pensait que les champs électromagnétiques avaient aucun effet sur nous. Mais la plupart des objets connectés qu'on utilise aujourd'hui émettent à des fréquences proches de celles d'un four à micro-ondes. Dès que je sors, j'ai l'impression d'être complètement mitraillé par des décharges électriques.
Parfois, je rêve. Je suis dans le monde des ondes. Il y a des espèces de grands oiseaux de fer. Autour d'eux, il y a plein de formes étranges. Des formes qui grouillent et qui finissent par envahir l'espace. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est un petit peu long. Donc voilà, donc ça c'est l'exemple par exemple d'un film qu'on produit au Fresnoy. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Fresnoy, c'est un lieu de production artistique qui se trouve pas très loin d'ici, sur Tourcoing. On accueille des étudiants, jeunes artistes, et chaque étudiant, chaque année, ils ont 2 années d'études, ils ont tout sur place pour produire un projet artistique, et très souvent, en première année, ça donne lieu à un film court-métrage. Donc celui-ci, c'est une base un peu documentaire. Après, il y a de la fiction, il y a de l'animation, il y a plein de choses variées. Pour ceux que ça intéresse, nous avons une chaîne Vimeo, donc tous les films sont visibles, donc il ne faudra pas hésiter à prendre mon contact, et tout est visible sur Internet. Voilà, donc c'était pour en entrée un peu vous montrer sur quoi je suis au travail au Fresnoy. Donc on a pas mal de productions à l'année, on a à peu près une 50aine de projets internes, et on accueille beaucoup de projets externes. Et notamment, on en parlera plus tard, on a des outils assez performants, et donc on accueille beaucoup de projets en coproduction au moment des enregistrements en studio et du mixage. Voilà, ça va? Vous n'avez pas déjà des questions, certains? Alors, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va détailler un petit peu les métiers du son et le son au cinéma. On va tout d'abord commencer par ce qu'on appelle le chef opérateur du son, qui plus communément s'appelle l'ingénieur du son. Mais souvent, le terme ingénieur du son rassemble plusieurs sous-métiers. Donc en tournage, la personne qui est responsable du son au tournage, à sa prise de son, c'est le chef opérateur du son, qui est généralement accompagné d'assistants. Et les assistants, le premier d'entre eux, on appelle le premier assistant au son le perchman. Parfois, il y a plusieurs perchman, donc il y a le perchman principal, une seconde perche, une troisième perche, et parfois des stagiaires qui sont là en plus. Voilà, donc le travail de l'ingénieur du son au tournage est crucial, puisque c'est vraiment récupérer toute la matière sonore qu'on appellera des directs, les sons directs, comme si on était sur un live. C'est le direct instantané. En premier, donc les dialogues qui sont donc appris et joués par les comédiens. Et après, les autres sons qui proviennent du direct, s'il n'y a pas de dialogue, à un instant T, ça va être la présence de l'acteur. Donc c'est-à-dire ses frottements, ses pas. Ça peut être également aussi des sons qu'on va prendre après la prise, qu'on appelle des sons seuls, c'est-à-dire il n'y aura pas la caméra qui tournera à cet instant. On appelle des sons seuls, par exemple, si on est dans une situation, une séquence avec une voiture, on prendra tous les sons générés par cette voiture, c'est-à-dire à l'intérieur de l'habitacle, le passage de vitesse, le rouling intérieur, l'ouverture du carreau, les clignotants, et à l'extérieur, les portières, le capot, enfin voilà, tout ce qui pourrait se passer dans l'action de la séquence, et que finalement, au moment de la prise de son avec les acteurs, le perchman va viser la bouche des acteurs. Donc finalement, on aura des sons assez concrets et pas vraiment dans leur espace. Donc l'ingénieur du son, en plus des sons de dialogue et des directs, doit aller chercher toute cette matière sonore qu'on appelle les sons seuls, et aussi les sons d'ambiance. Donc les sons d'ambiance, c'est le son d'un lieu, le son qui va vraiment, quand vous fermez les yeux, vous écoutez et vous savez où vous vous trouvez. Donc ça va souvent être en relation avec une temporalité.
Est-ce que nous sommes le matin? Est-ce que nous sommes le midi? Est-ce que nous sommes le soir? Ça va être aussi en lien avec une géographie. Si vous êtes à la campagne, à la ville, en Nouvelle-Zélande, voilà, un peu partout sur Terre. Il y a également la météo qui joue son rôle. Donc voilà, c'est une succession d'éléments qu'il faut capter au moment du tournage pour avoir finalement tous les éléments séparés et avec lesquels le monteur son pourra articuler sa bande son. Voilà. Donc pareil, je me suis fait aider en fait aujourd'hui par pas mal de petites vidéos. Si jamais ça vous intéresse, j'ai tous les liens. Et là, par exemple, c'est une petite vidéo de chefs opérateurs du son français qui présentent un petit peu leur métier, leur expérience. Jamais je vais vous montrer l'entièreté, parce que ce serait trop long. Mais voilà, c'est visible sur Internet sans problème également. C'est très difficile d'avoir le silence juste avant le moteur. J'attends un petit délai quand je peux. Avant de dire ça tourne, écoutez voir s'il n'y a pas un avion en approche, un gros, un train au loin, un TGV selon les endroits où on est, je dis n'importe quoi, un hélicoptère, enfin bon, s'il n'y a pas quelque chose qui va arriver voilà, au début. J'avais un petit dessin sur le cerveau du preneur de son et on voyait son cerveau découpé en plein de petites cases avec panne de ceci, attention à ça, potard qui crache, bande qui est pourrie et tout. Et tout ça devait sérieusement nous occuper la tête au point d'occulter ce qui est vraiment important et d'écouter ce qui est en train de se faire. Au moment où je dis ça tourne, j'écoute ce qui se passe dans mon casque, j'ai les doigts sur j'ai des petits potentiomètres un peu spéciaux et je regarde ce qui se passe. Voilà. Et je me mets en attention par rapport à ce qu'il y a à capter. Et donc je pense que s'il se passe quelque chose dans ma tête, c'est qu'il y a un problème. Quel est l'imbécile qui va me faire un bruit qui va m'embêter et qu'il faut que je surveille? Tous les sens auditifs sont en éveil, à la fois sur ce qu'il faut capter, ce qu'il ne faut pas capter, le jeu des comédiens, le texte, voilà, ça demande quand même une grande concentration. À mon avis, la principale qualité d'un preneur de son, je crois, c'est une qualité d'imagination, je crois. C'est-à-dire qu'il doit, à mon avis, être capable d'intégrer le son qu'il est en train d'enregistrer dans le son que sera le film. Silence. Water. Tourne. Attends. 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes. Vas-y. Action. Hé hey, tu prends la commande, tu la fous sur le pass. Et tu notes le numéro de la table, hein? Non, attends, j'ai pas fini. Me fais pas le coup de la dernière fois. Pour les grillades, la cuisson et la sauce. Et quand je te sonne, tu te grouilles avant que le plat gèle. Hein? Allez! J'arrive. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Un croque-monsieur. Avec ça, un apéritif? J'aimerais bien manger, moi aussi, si ça vous dérange pas. D'accord, je vous mets quoi? Une bavette. Une bavette, table 5. Oh! La cuisson. Et la cuisson de ma bavette? Tout le monde s'en fout? Coupé. La création sonore, pour moi, c'est d'être juste. C'est d'être... j'adore le son des Piala, j'adore le son des Dardennes, c'est le même preneur de son. Le son, c'est comme de la lumière, c'est comme de la pâte à modeler, ça se travaille, ça se sculpte. Tout notre plaisir vient de ces moments où on arrive à distordre, à lisser, à rendre rugueux. Nous sommes des mineurs de son. Parce que quelle est la fonction dans le processus des ingénieurs du son? C'est de rapporter le maximum de matière utilisable. Après, il va y avoir tous les autres corps de métier, pour continuer l'analogie, qui vont être des sertisseurs, des joailliers, des bijoutiers, qui vont un peu tailler la pierre qu'on propose. Une bande-son, c'est une succession de couches, quoi, avec plus ou moins de niveau, plus ou moins de pertinence et plus ou moins d'événements dans l'espace sonore. Donc il faudrait peut-être faire un son-sol de vélo, faire un son-sol de passage vélo rapide, là. Faire un son-sol de clochette, un son-sol de cuisine où il continue, un son-sol... et puis après les sons avec le silence des gens, les gens qui mangent et les gens qui parlent. D'accord. Continue. 3, 4.
Alors on va faire une ambiance générale de restaurant. Il faut que vous parliez fort parce qu'il est censé avoir la musique. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait le niveau sonore est assez fort. Imaginez que vous parlez, enfin si vous deviez vous parler pendant que l'orchestre joue, vous parlez fort. Ok? On essaye comme ça? Et à un moment je vous ferai un signe et en fait vous arrêterez de parler mais de vous-même. Je pense que faire du son direct, c'est faire des choix. Je veux que ces choix soient délibérés, c'est-à-dire qu'ils soient le fruit d'une réflexion et pas d'un automatisme, qu'ils soient le fruit de la réflexion par rapport à quel projet on se situe, qu'est-ce qu'on raconte, quel est le contexte esthétique de ce projet et comment je le traduis moi en prise de son. On s'arrête ici pour le comédien. Sa position de fin, elle est ici. On finit en fait, il fait voile et on finit sur les musiciens. Et à partir du moment où on suit, hop, hop, d'accord, c'est parti. Bon, après c'est là, t'as des ombres qui sont un peu en direct, mais je sais pas dit qu'elles soient gênantes. C'est pour une perche à chef, je suppose. Non. Ah, T'es non, là? ah, d'accord. Ouais, bah ouais. Ouais, mais là, le câble et tout. Ouais, c'est chaud. Les premiers intervenants dans la chaîne du son que j'ai donc nommé les mineurs de son, c'est une équipe qui est constituée en fiction à minima de 2 personnes. Il y a un ingénieur du son qui va être responsable de l'enregistrement sur la machine qu'il a choisie. Qu'est-ce que je vous sers? Un croque-monsieur. Et il a un collaborateur qui est l'assistant du son ou perchman, qui, lui, est responsable d'aller collecter au plus près l'information sonore. Vous faisiez la différence entre assistant et collaborateur, c'est un vrai collaborateur. J'ai travaillé 10 ans avec un même perchman, on était tout le temps fourrés ensemble. J'aime l'idée de partager aussi des moments de vie. J'ai besoin de pouvoir aller manger tous les soirs avec lui. Non, au niveau lumière, là-bas, les sources, elles sont quand même assez diffuses, donc ça va, il n'y aura pas d'ombre et de lumière au-dessus du cadre. Ici, on est en indirect. Le seul petit passage, c'est là. Contrairement à moi qui pratique pas la langue de bois et puis surtout qui ne suis pas toujours très très diplomate quand il faut pas. Voilà, donc un petit peu la présentation du métier d'ingénieur du son et de perchman. Donc un binôme vraiment essentiel pour la prise de son, pour aller chercher le jeu des acteurs au plus juste et de ramener donc l'entièreté des sons qu'on avait lors du tournage. Voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir vis-à-vis un petit peu de ce que je viens de dire ou de ce que vous avez regardé et écouté, si certains ont des questions. Oui, c'est également sur Vimeo, c'est le département de l'université d'Aubagne qu'on appelle la SATIS, S-A-T-I-S, et ça s'appelle donc Dans la tête d'un chef opérateur du son. Ça dure à peu près 25 minutes, quoi. Voilà. Bon, il est plutôt très intéressant. Donc là, dans ce qu'on a entendu, dans ce qu'on a pu voir, hein, on voit vraiment que c'est 2 personnes situées vraiment pas au même endroit du plateau de tournage. Hein. On a vraiment l'ingénieur du son qui est dans un coin, qui est concentré sur ce qu'il entend. Et ce qu'il entend, c'est ce qui vient de la perche. Donc vraiment ce micro qui est essentiel au bout de la perche, qui est un peu la canne à pêche du son. Hein. On va vraiment pêcher le son au plus près du jeu des acteurs. Hein. Et souvent, en plus, on a des micros cachés sur les acteurs. C'est des micros cravates qui sont tout petits, en fait. C'est tout fin. Hein. Ça prend... Enfin, c'est même plus petit que ça au niveau de la capsule. Et c'est à peu près 4 mm, quoi, le diamètre d'une capsule d'un micro-cravate. Et donc ça, c'est caché sur les comédiens, sous les vêtements. Si le comédien est de profil, ça peut carrément être collé sur la joue, qu'on ne voit pas. Ça peut être sur une barre de lunettes, ça peut être dans les cheveux, au-dessus de l'oreille, sur un chapeau, une casquette. Et en fait, ce micro-cravate, souvent HF, donc high frequency sans fil, wireless, c'est un peu la même chose. Et un plus, puisque si le perchman n'a pas réussi à capter le son, puisqu'il suit tous les mouvements des acteurs, hein, donc c'est pas toujours évident, en fait, c'est un micro de secours, un peu le micro-cravate. C'est pas le plus beau des sons, parce que le son d'un micro-cravate, la capsule étant petite, souvent on a un son un peu étriqué,
un peu radio comme ça. Voilà, on n'a plus de grave, plus d'aigu. Donc, il faudra que derrière le mixeur améliore un petit peu tout ça avec la magie du mixage et l'équalisation. Donc l'ingénieur du son, finalement, ne récupère pas que la perche, mais a d'autres micros à gérer aussi. Et parfois, on a aussi des micros d'appoint cachés dans le décor. Si on est à table, ça peut être caché dans le pot de fleurs. Ça peut être carrément collé sur un mur. Il y a des micros plaques qui peuvent se mettre même derrière un papier peint. Ou collés voilà, sous une table, etc. C'est parfois des micros que vous avez peut-être déjà vus dans des conférences, des micros plaques très fins, qui ont généralement la couleur de la nappe, comme ça on ne le repère pas trop. On a ça aussi dans les églises. Voilà, donc c'est différents artifices finalement qui permettent à l'ingénieur du son de récolter tout ce qu'il peut, du son direct de la prise. Et généralement, forcément, on a plusieurs prises, parce que c'est assez rare d'avoir des comédiens et aussi une équipe technique où tout se passe dans le meilleur des mondes à la première prise. Et ça, c'est aussi important d'avoir plusieurs prises, non seulement pour l'image, mais aussi pour le son, parce que si à un moment donné, l'acteur articule mal, au moment du montage son, on pourra les récupérer dans une prise autre que celle qui a été gardée au montage image, le petit bout de phrase qui a été mal articulé, et venir faire un petit insert dans la bande son. Voilà, donc après, c'est beaucoup de travail derrière en post-production. L'idéal, c'est que tout soit bien à la première prise, tout le monde est content, le producteur en premier. Donc voilà un petit peu. Donc après, le perchman, vous l'avez vu, il est vraiment sur le plateau, dans l'action, pas dans le cadre, il ne faut surtout pas qu'il y soit. Et d'ailleurs, il faut faire attention à sa position, non seulement lui, sa perche, mais le chef opérateur image éclaire considérablement le plateau. Enfin, aujourd'hui, vous voyez, je suis quand même moi éclairée, alors que elles sont pas si loin, les caméras, finalement. Il faut beaucoup de lumière pour arriver à obtenir la colorimétrie et la luminosité qu'on souhaite sur les caméras, notamment numériques et même avant film. Donc le perchman doit faire attention, parce qu'il ne faut pas que sa perche crée des ombres qui, elles, pourraient se retrouver dans le cadre. Donc il doit être très sensible au cadre. Il doit savoir, lors des répétitions, où sont les limites de son placement, du placement de sa perche, pour éviter que sa perche rentre dans le cadre, mais aussi l'ombre de la perche, elle pourrait aussi rentrer dans le cadre à cause d'un éclairage qui est un peu plus lointain, quoi. Voilà, donc c'est un peu un danseur, un gymnaste, qui finalement est presque un acteur, parce qu'il suit les comédiens, il repère leurs mouvements, il anticipe les choses, donc il doit être très au fait même des dialogues, parce que si vous êtes en train de prendre une discussion entre deux personnes, faut jouer un peu comme un essuie-glace, le balayage, et il ne faut pas se planter, parce que si on se trompe, on a mal visé, et du coup on a un son de la personne qui n'est pas visée détimbré, mais pas très beau. En fait, c'est comme si je parle comme ça, vous m'entendez plus très bien, c'est plus très beau. Il vaut mieux être en face des micros. Voilà, donc c'est un couple, un binôme vraiment essentiel, parce que si on a un mauvais perchman, la prise de son sera un peu ratée, et à l'inverse, si on a un mauvais ingénieur du son, c'est pareil. S'il a oublié de faire rec, ou bien si ça sature à l'entrée de la machine d'enregistrement, le son est fortement endommagé et voire inutilisable. Voilà un petit peu pour les métiers de chef opérateur du son et perchman qu'on retrouve au cinéma. Donc c'est vrai qu'on a ce cadre lorsqu'on voit la scène finale, mais imaginez-vous qu'il n'y a pas qu'un micro pour le coup, il n'y a parfois même pas qu'une caméra, mais il y a beaucoup de micros cachés, et parfois il y a des réalisateurs qui laissent les perches dans les cadres. Enfin, c'est assez marrant parfois d'essayer de les repérer, voilà, ou des ombres de perches. Quand on n'a pas les moyens aussi après de faire de la synthèse et puis d'effacer les perches et les micros, on les laisse, mais quand ça reste dans le cadre, généralement c'est un choix assumé. Et moi j'ai travaillé par exemple avec Bruno Dumont, qui est venu plusieurs fois au Fresnoy pour mixer ses films, et Bruno Dumont fait souvent le choix de garder les erreurs du perchman. C'est un choix. C'est assez étonnant, parce que parfois son image est très, très travaillée, et à l'inverse on a un son très brut. Si vous écoutez Hors Satan, il y a tous les bruits de perche. Tous les bruits de perche sont gardés et n'ont pas été nettoyés. Voilà, c'est aussi un film assez brutal, donc le son brut, c'est ce qu'il recherchait, et avoir le son direct, sans nettoyage derrière, c'est ce qu'il souhaitait. Des réactions ? Bon, du coup, moi, je propose de continuer, parce qu'on a d'autres métiers à voir.
Alors, je vous propose de voir maintenant le travail du monteur son. Donc, le travail du monteur son, c'est donc après la période de tournage, après la période de montage image. Pour vous donner un petit peu des idées de durée, généralement un tournage, si on prend un tournage d'un long métrage français assez classique, hein, sans énormément de décors, hein, on a à peu près 2 mois de tournage. On va dire 8 semaines, 8-10 semaines. Le temps de montage image, c'est le double. C'est souvent 4 mois, voire 6. Quoi. Voilà, donc c'est un petit peu doublé. Et quand vous arrivez en montage son, vous revenez un peu à la période du tournage. Donc généralement, le montage son, si on a eu 4 mois de montage image, on se retrouve à 2 mois de montage son. Voilà un petit peu pour un film d'1 heure et demie, sans particulièrement beaucoup d'effets spéciaux. Donc voilà, je vais vous montrer une petite vidéo donc, sur le montage son. Bonjour Fred. Bonjour Aurélien. Et écoute, mille merci de nous accueillir ici, dans ton studio et au sein de ta société EFX. Tu es monteur son. Essentiellement, hein. Et tu es connu pour ton travail sur de nombreux films, dont Revolver, Igor, Transporteur 3, From Paris with Love et tout récemment Taken 2. Pour ce film, tu es non seulement crédité en tant que chef monteur son, mais également en tant que comixeur. Exactement. Réaliser un montage son, c'est une notion qui peut paraître abstraite. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, le montage son, effectivement, est très abstrait et je t'avoue que ce qui est assez surprenant, c'est que même pour les gens qui travaillent dans l'audiovisuel, dès que tu commences à parler de la notion de montage son, tout le monde te regarde avec des gros yeux parce que beaucoup de personnes croient que le son que tu entends dans les films est le son pris lors du tournage. Eh bien, au risque de déplaire à beaucoup de personnes, c'est faux. En fait, il faut tout refaire. Grosso modo, il faut tout refaire pour plein de raisons, pour des raisons d'ordre technique, pour des questions de lieu de tournage. On doit faire croire que, je dirais, l'histoire se passe, j'ai vu ça sur un film en Nouvelle-Zélande, alors que pour de nombreuses raisons, le tournage a été fait en Afrique du Sud. La dernière chose, c'est qu'il faut faire une version internationale, puisque lorsque l'on voit un film qui a été tourné en Allemagne ou en Iran, ou russe ou américain, bien entendu, puisque effectivement nous avons beaucoup de films qui viennent des États-Unis, quand nos acteurs que l'on voit dans les pages People nous parlent en français dans les films, alors que dans la vie de tous les jours, ils ne parlent que leur propre langue, eh bien, il faut tout refaire derrière, puisque donc les claquements de porte, les ambiances de ville, les scènes d'action, tout doit être absolument refait. Et concrètement, dans la façon de travailler, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe ? En fait, le film est divisé en bobines ? Oui, exactement. Le cinéma, depuis 2-3 ans, amorce une très grosse révolution puisque l'on passe dans le cinéma numérique. Mais nous avons encore des méthodes de travail qui datent du temps de l'argentique. Et du temps de l'argentique, donc on était obligé de travailler sur de la pellicule. Et pour de nombreuses raisons de pratique pragmatique, on travaillait en bobine. Alors, on travaillait à l'époque en bobine de 10 minutes, qui au bout d'un moment, au moment de l'approche du mixage, était regroupée en bobine de 20 minutes. Et ce qui nous permet aussi un petit peu de mieux répartir les tâches et de moins surcharger aussi nos machines, parce qu'il y a de nombreux éléments qui s'ajoutent, entre autres, en montage son lui-même, puisque nous avons, on le verra un peu plus tard, de nombreuses pistes et de nombreux événements sonores qui interviennent, mais nous avons aussi le montage parole, qui a sa propre vie d'une certaine façon, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire sur les paroles. Il y a aussi les bruitages que l'on enregistre avec un bruiteur en temps réel, mais le bruiteur a besoin aussi de beaucoup de pistes pour faire tous les mouvements de pas, les mouvements de vêtements, certains effets spéciaux aussi, des crashs de murs, des crashs de vaisselle, etc. La musique a besoin aussi d'énormément de pistes. Et donc, quand on voit tous ces projets, paroles, bruitage, montage son qui comporte les ambiances et les effets sonores, la musique, donc on travaille encore en bobine, convient bien encore dans le cinéma, quoi. D'accord. Et donc toi, tu interviens sur les 5 bobines
mais au niveau donc, du montage son qui comprend donc les ambiances et les effets sonores. Voilà. Les effets sonores, voilà. Même si, quand je suis sur des gros films style Taken 2, je suis en quelque sorte responsable aussi du montage parole. Donc je délègue ça à un monteur ou une monteuse parole. Et donc je gère toute cette équipe et j'interviens en tant que monteur son aussi, puisque je monte certaines parties du film et je donne un petit peu mes directives à mes collaborateurs. Est-ce que tu pourrais nous montrer tout ça au sein d'une session? Ben, volontiers, j'ai une session là, que j'ai ouverte ce matin, un gros film sur lequel j'ai travaillé, et je vais vous montrer. Donc, quand on parlait de bobine tout à l'heure, voici une bobine d'un film d'action, et je vais simplement, pour donner vite un aperçu, scroller de haut vers le bas, pour qu'on ait un petit peu un aperçu du nombre de sons qu'il y a dans cette bobine. Elle contient à peu près 150 pistes ou 160 pistes de sons. Sur une session de ce genre, il y a 8 groupes de 5 pistes d'ambiance. Donc ça fait 40 pistes d'ambiance. Et vous voyez, je suis en train de sélectionner tout ce monde-là. Et si je zoome, voilà le genre de pistes et de sons qu'on peut avoir. Donc beaucoup d'ambiance, des gros découpages. Comme je suis sur Pro Tools 10, je me sers maintenant énormément de clip gain et vous voyez les clip gain qui sont utilisés à 100% et nous faisons toutes les différences de niveau à partir de ces clip gain qui sont vraiment une avancée énorme. Dans ce genre de session qui comporte 8 groupes de 5, parce qu'on est sur un film en 5.1, les ambiances n'utilisent presque pas le point 1. On travaille simplement sur gauche, centre, droite, arrière gauche, arrière droite. Le fait d'avoir donc ces 8 groupes nous permet d'avoir une très grande marge de manœuvre pour travailler. Après, là, c'est ce que j'appelle mes pistes vertes, non pas parce qu'elles sont faciles, on n'est pas en ski, ce sont les pistes de sound design. Bon, c'est le cinéma actuel qui veut ça, beaucoup d'effets spéciaux à l'image, d'effets numériques, des apparitions, disparitions. Au niveau du son, on est obligé de rajouter ce qu'on appelle des whoosh, des booms très graves. Par exemple, je vais vous en faire entendre ce genre de son. Voilà, des choses comme ça, ou voilà, ce genre de whoosh. Donc, comme ce style de film a besoin de beaucoup de sons de ce genre-là, on a vraiment fait, je dirais, le groupe sound design en plus. C'est-à-dire que d'habitude, c'est ambiance, effet sonore. Là, on a ambiance, sound design, effet sonore. Voilà, je suis en train de sélectionner toutes ces pistes. On a toutes ces pistes-là pour faire. Donc, je n'ai même pas compté, tellement il y en a. Un sound design, je dirais, normal dans ce genre de film, c'est-à-dire sans extravagance. Voilà le nombre de pistes qui jouent, par exemple, ça fait ça. Voilà, ce sont des sons que l'on a montés, effectivement, et nous avons aussi des traitements temps réel. Nous avons carrément beaucoup d'automation, de réverbération qui se mettent en marge, des changements d'égalisation aussi. Après les sound design, alors j'ai mes pistes bleues. En fait, ce sont tous mes effets stéréo. Donc voilà, j'ai tout 4 groupes d'une douzaine de pistes, rien que pour des effets stéréo. Par exemple, nous avons des pistes telles que celle-ci. Là, ce sont que des crashs métalliques, parce que c'était une course automobile où il y avait dans des rues très étroites et les voitures avaient des crashs ou frottaient contre des palissades, etc. Donc là, c'était simplement le premier groupe de pistes qui jouait. Il y avait pour cet effet-là. Mais en même temps, je n'avais pas assez de pistes, donc obligé de mettre un deuxième groupe. Et là-dessus, on a le troisième, qui est un renfort de grave pour donner un petit peu plus de corps et puis surtout faire marcher le caisson de grave. Parce que dans ces films à grand spectacle, la notion d'infragrave est très importante. Donc il faut pouvoir alimenter les canaux de grave et prévoir
plusieurs pistes avec des textures légèrement différentes, même si les infragraves sont limités entre 40 Hz et 120 Hz au maximum. On est obligé d'avoir des petites nuances pour que les impacts successifs puissent un petit peu se démarquer. Juste en dessous, j'ai mes pistes orange et mes pistes rouges. Alors là, c'est pareil. Voilà, pareil, je vous frustre un petit peu, mais j'arrête là. Voilà, donc le travail du montage son, qui est plus ou moins complexe vis-à-vis des films. Donc la notion que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est que voilà, c'est vraiment le son au cinéma comme le son sur une vidéo, sur un projet même télé. On est sur on va dire des familles de sons. On a la famille des directs, donc comme on en a parlé tout à l'heure au tournage, c'est-à-dire vraiment les acteurs, leur dialogue, leur présence, tous les éléments qui se passent dans le cadre ou qui arrivent dans le cadre et ressortent. Parfois aussi quelques éléments du coup hors champ, voilà, hors cadre. On a ensuite donc la famille des ambiances. Donc la famille des ambiances, c'est vraiment le son d'un lieu. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément un seul son. Ça peut être le son du lieu en tant que tel, mais ça peut être aussi la météo qui va influer. Ça peut être aussi le hors-champ. Si par exemple on est à l'intérieur, d'une habitation, si on voit une fenêtre, si on entend un petit peu les oiseaux, ça veut dire qu'à côté il y a un jardin, il y a une zone verte, on va dire, autour. Par contre, si on entend de la circulation, on entend des klaxons, on va plutôt imaginer que nous nous trouvons en ville. Voilà, donc par le son, on peut faire vivre le hors-cadre, ce qu'on appelle donc le hors-champ. Et aussi, parfois, c'est pas juste géographiquement, c'est aussi un peu socioculturel, on va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire, imaginons, on se trouve dans un habitat de type HLM, on pourrait tout à fait entendre les voisins du dessus, les voisins du dessous, le couloir. Par le son, on peut tout de suite donner un indice sur le lieu où on se trouve, sans forcément être très loin dans le film. Et ça peut après augmenter avec le scénario et tout ce qui peut s'en suivre comme séquence. À l'inverse, voilà, si vous avez un jardin autour de vous, on pourrait très bien être dans un lieu résidentiel avec un grand jardin. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les ambiances, l'identité du lieu et aussi de son hors-champ autour de lui. Et vous avez aussi quand même parfois des notions temporelles, puisque les petits oiseaux le matin ne sont pas les mêmes le soir, ne sont pas les mêmes à midi, c'est pas les mêmes ici qu'en Inde, voilà. Donc c'est plein de choses que le monteur son doit un petit peu débroussailler avec le réalisateur s'il ne sait pas la situation exacte en réalité. Mais après, il y a aussi des sites internet qui permettent de savoir où vous êtes sur la planète et quels sont les oiseaux, la faune à telle heure de la journée. Ça, il y a moyen de trouver. Donc voilà, donc le son du lieu, les ambiances qui sont, comme on l'a un peu aperçu dans le montage son au début, c'est du multipiste. C'est-à-dire qu'on a vraiment des pistes qui vont aller devant, qui vont être diffusées par les haut-parleurs qui sont derrière l'écran. Parce qu'en cinéma, le son vient de l'écran principalement. On a 3 enceintes derrière l'écran. On a une enceinte gauche, une enceinte centre, une enceinte droite. Donc les ambiances généralement arrosent ces 3 haut-parleurs et souvent créent un peu un son immersif. Donc elles se retrouvent aussi un peu derrière, mais parfois traitées légèrement différemment. Généralement un peu plus grave. Comme nous, on entend ce qui se passe devant d'une façon plus claire et c'est pour ça qu'on comprend aussi quand il y a des gens derrière nous. Parce que de façon complètement, on va dire, induite par notre cerveau, on a une notion 360 degrés grâce à nos outils auditifs. Voilà, donc les ambiances sont vraiment souvent réparties gauche, centre, droite, arrière-gauche, arrière-droite. Et c'est pas forcément les mêmes. On peut jouer avec elles dans le temps. Après les ambiances, on a ce qu'on appelle donc les effets sonores. Vous avez vu un petit peu là ce qu'il a fait écouter. Des sons métalliques, des sons justement comme ça de portière, de moteur. Ça peut être aussi ne serait-ce qu'un cocorico. C'est ponctuel en fait un effet et ça vient animer l'ambiance du lieu. C'est-à-dire que si on laissait l'ambiance dérouler toute la séquence, on s'ennuierait entre guillemets un petit peu. Alors que les effets vont donner une petite animation et aussi toujours une idée du contexte géographique, socioculturel, horaire,
ça va quand même donner des indices du lieu. Hein. Donc voilà, il y a un petit effet, ça va être ponctuel. Et ensuite, on a aussi ce qu'il appelait les sound design. Là, le sound design, c'est plutôt maintenant des nappes, des fonds très graves, des whoosh. Hein, ça, au départ, les whoosh, on les avait beaucoup en animation. Quand vous regardez un projet d'animation des années 80, c'est assez rigolo aujourd'hui, quoi, parce qu'il y a beaucoup d'éléments sonores qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir à l'image. Hein. C'est complètement retravaillé sous forme musicale, parfois, chez Disney, c'est très musical. Et d'autres moments, c'est plus réaliste. Hein. Donc voilà. Donc c'est le travail du monteur son. Donc nettoyer tous ces directs, éviter les bruits de perche, à part si le réalisateur les souhaite. Retirer donc tous ces bruits de perche, nettoyer les sons de frottement des cravates qui sont cachés sur les comédiens, aligner un peu les niveaux, la texture, et après rajouter ces sons d'ambiance, ces sons d'effet, ces sons sound design qui sont vraiment des nouvelles textures qui vont donner un peu plus de vie et qui vont aussi contextualiser les choses, parce que, comme je vous rappelle, au moment du tournage, on a un cadre très précis et on a, au niveau du son, assez peu de choses. On récupère le dialogue et pas vraiment l'environnement. Donc ça, c'est tout le monteur son qui va le recréer. Et c'est idéal quand l'ingénieur du son a fait au tournage les prises de son d'ambiance et de son seul, parce que ça lui fait gagner beaucoup de temps. Parce que généralement, un monteur son récupère tous ces sons supplémentaires au son des prises qui ont été faits après, les sons seuls, les sons d'ambiance, mais aussi il vient avec une grosse sonothèque pour ajouter sa patte et toutes les idées qu'il peut échanger avec le réalisateur. Voilà, un petit peu pour le montage son. Donc il y a beaucoup de pistes, hein, vous voyez, sur les logiciels aujourd'hui, on va très loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant, c'était pas du tout le cas. On avait souvent les multipistes, en réalité, c'était des bobines, comme il en parle, des bobines de film, des bobines magnétiques pour le son, et on avait parfois 1, 2, 3, 6 pistes. Donc en fait, c'était aussi pour ça que l'origine du cinéma sonore est assez pauvre en son, quoi. C'est qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens derrière pour rajouter des sons. Déjà, on n'avait pas forcément des outils d'enregistrement mobiles avec lesquels on pouvait sortir, aller chercher les sons dans la nature. Et puis après, on n'avait pas forcément les moyens d'avoir toutes ces couches de pistes. Aujourd'hui, avec l'informatique, c'est bien plus facile. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur le montage son. En fait, pas tout à fait, il y a une piste par type de son, en fait. Donc, c'est-à-dire, par exemple, il y a des pistes réservées au son direct, le dialogue, au son d'ambiance. Par exemple, dans les pistes d'effets, on aura des pistes réservées au son de moteur. Il se peut qu'il y ait plusieurs moteurs en simultané pour faire le moteur qu'on souhaite. Et après, c'est au moment du mixage où on va dire, tiens, ça va aller devant, ça va aller derrière, ça va évoluer dans le temps, ça va être dynamique. Mais ceci dit, c'est déjà pensé en amont au moment du montage son. Donc c'est pour ça que le monteur son propose déjà des choses de spatialisation, en fait, c'est-à-dire des choses plutôt devant, plutôt latéraux, plutôt derrière, enfin voilà, c'est latéral plutôt derrière. Enfin, c'est vraiment lui qui, avec le réalisateur, déjà amorce beaucoup de choses, parce que pendant 2 mois en montage son, il est quand même pas toujours présent, le réalisateur, parce qu'il a parfois autre chose à faire, mais il est quand même vraiment souvent très présent. Donc l'échange est assez important. À l'inverse, le mixage, ça va être 15 jours, donc il faudra être beaucoup plus efficace. Donc là, on aura moins de temps d'échanger. Bon, c'est sûr que l'équipe souvent se rassemble à différents moments et se parle pour un peu observer l'étape en fait de travail et aussi parfois dire ok, on a fini ça, on peut passer à autre chose. Donc dans ces cas-là, il y a plus de monde qui vient voir. Mais voilà, c'est vrai que le monteur son a une collaboration très étroite avec le réalisateur et avec le mixeur pour déjà démarrer des processus de pré-mixage, de pré-décision, d'orientation, quoi. Voilà. Donc en effet, c'est ça, il y a vraiment des pistes par catégorie, il n'y a pas une piste par son, sinon là on arriverait à des 500 pistes rapidement, mais on a plutôt des familles de sons, c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Ça va, c'est clair pour vous du coup le montage son? Voilà, donc c'est vraiment un travail de couche, un travail d'étape et beaucoup d'échanges et de dialogue. Donc on va continuer si vous n'avez pas de questions pour l'instant. Autres, j'en ai déjà eu. Alors je vais vous présenter maintenant le travail d'un bruiteur. Alors un bruiteur, on en a parlé un tout petit peu là dans la vidéo sur le montage son. Alors ça peut vous paraître étrange, mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
du bruitage, on en fait presque dans tous les films, même les documentaires animaliers, où on croirait que tout est là au moment du tournage. Alors souvent, pour parler de l'exemple du documentaire animalier, souvent il n'y a pas de preneur de son. Simplement parce que si vous êtes en pleine savane, déjà vous ne pouvez pas être à côté du lion, quoi, sinon il n'est pas là. C'est très dangereux pour vous. Donc en fait, souvent on est très loin. On est à 100-200 mètres avec un objectif, téléobjectif. Et là, c'est vrai qu'on a beau avoir des micros avec des paraboles, on ne capte pas grand-chose parce que le lion, la plupart du temps, il dort de toute façon, donc il ne fait pas beaucoup de bruit. Donc voilà, donc souvent, dans les documentaires animaliers, on n'a pas de preneur de son, on n'a pas de son. Donc le bruiteur, heureusement qu'il est là, il va refaire tous les sons de ce fameux lion qui, forcément, à un moment donné, se réveille, bouge, évolue. Donc tous les sons de l'animal, en dehors de ses grognements, où là ce sera plutôt le monteur son qui calera des grognements de lion, que peut-être lui-même ira prendre dans un zoo, ou alors il a une sonothèque de grognements de lion, et il peut venir coller tout ça sur sa timeline. Mais voilà, le bruiteur va refaire toute la présence du lion, quoi. Mais sur un film, on va dire, autre qu'un documentaire animalier, on a besoin du bruiteur parce que, comme je vous disais au départ, le perchman va vraiment viser la bouche des comédiens. Et comme il est sur des micros assez directionnels parce que le cadre l'empêche d'aller très proche, en fait, on n'a pas vraiment les pas, ou on les a un petit peu, puis tout d'un coup on les a plus. Donc le bruiteur va devoir refaire en premier lieu tout ce qui se passe dans le cadre au niveau des comédiens, des acteurs, et même parfois même des animaux. S'il y a un chat arrive dans le cadre, il va le refaire, pour déjà avoir plus de matière, et le mixeur pourra jouer avec, et aussi parce qu'il faut faire une fameuse version internationale. Cette version internationale, c'est une version qui sera vendable en fait à l'exportation, et c'est une version sur laquelle on n'aura plus les dialogues français. Donc si on retire tous ces sons directs dans lesquels on avait la présence des acteurs, pour créer cette version internationale, on n'a plus de son de la présence de ces acteurs. Du coup, le bruiteur refait ça aussi pour cette fameuse version internationale, qui est donc pas tout à fait le son d'origine. Quand vous allez voir les films doublés, ça veut dire qu'ils ont pris cette version internationale sur laquelle ils ont enregistré des nouveaux comédiens, des comédiens de doublage. Et donc le son, c'est pas le son de la version originale, quoi. C'est beaucoup de sons refaits par le bruiteur, par exemple. Je me rappelle, j'avais 13 ans. Il y avait un petit documentaire sur comment on faisait du son au cinéma. Tu avais un plan, tu voyais un bateau échoué sur une plage. Une fois, on l'écoutait, il y avait la mer. Une deuxième fois, on écoutait, il y avait des mouettes. La troisième fois, on entendait des enfants jouer sur le sable. La quatrième fois, une musique d'accordéon. C'est exactement ce qu'on entend. J'ai le souvenir précis de ça, parce que ça a été pour moi... Et à chaque fois, j'avais l'impression de ne pas voir la même image alors que le plan était le même, quoi. Et ça, inconsciemment, sans comprendre ce qui se passait, ça m'a complètement bouleversé, ce truc. Moi, il y a un film que j'ai vu qui m'a beaucoup marqué là-dessus, ça s'appelle La Ciénaga. Ça se passe, je crois, en Argentine. Donc c'est une famille qui est au bord d'une piscine, avec une chaleur pas possible, un bon cagnard argentin. Il y a une vieille femme qui se balade tout le temps avec son verre et ses glaçons à l'intérieur. Et on entend cette femme, avant d'entendre ses pas, on entend les glaçons. Et ça, je trouve ça génial parce que ça nous donne chaud. En bruitage, c'est l'image qui nous guide. L'image nous guide et c'est ce qu'on va voir à l'image, les matières, le jeu des acteurs, leurs personnages, tout ça, on va être guidé en fait. Et c'est vraiment un travail très inconscient de réflexion sur le son, quoi.
Tu peux, pour le coup, après, analyser très précisément pourquoi tu as fait tel truc, mais il y a tellement de paramètres. Mais dans une image, il y a déjà tellement de paramètres. L'acteur marche sur de la terre, de l'herbe, du sable, du... Ça va être par exemple pour les pas. Hein. Je vais réfléchir. Bon, je vois pas trop du bois, moi. Moi aussi, j'ai vu du carton, mais... Le carton, ça va pas trop s'entendre. C'est une espèce de contreplaqué, en fait. C'est ce qu'il m'avait dit. Ouais, remarque, ça c'est pas mal. Faudrait peut-être que tu le mates un peu parce que ça claque. Voilà. Ça, si on a les petits craquements, ça va être beau. C'est assez instinctif. Hein. Donc, ce dont on a besoin, c'est surtout des indications du metteur en scène pour savoir dans quel sens il veut apporter, dans quel sens il veut nous amener à faire un bruitage réaliste ou pas. Ou... C'est là que c'était gadouilleux, qu'il y avait de l'eau, non? On avait dit, sur cette avancée-là. Ouais. Je vais juste chercher un tout petit peu d'eau. En fait, ce qui est assez aussi difficile en bruitage, moi qui suis quand même assez jeune aussi, et que je trouve assez difficile, c'est arriver à avoir vraiment l'intention. Et c'est vraiment l'intention, en fait, en bruitage. Si on a la même intention que ce qui est joué, à partir de là, ça va fonctionner. Attends, je vais refaire. Je me suis trompé de pied. Ça m'est arrivé, un type qui marche un petit peu doucement, on veut lui donner un peu plus de détermination, un petit peu plus de... Je sais pas, un côté un peu plus masculin, ou un côté un peu plus... Voilà, donc on peut tronquer aussi, tricher un petit peu avec l'acteur, comme au montage, on peut tricher un peu avec l'acteur, comme en lui demandant de redoubler, comme on triche toujours un petit peu, on triche, en tout cas on fabrique des choses nouvelles avec la matière du tournage. Ah. Alors là, va falloir rajouter un pas pour aider le montage. Ça c'est bien, quand on peut faire ça. S'il y a un acteur qui boite un petit peu, qui a vraiment une démarche particulière, en traînant les pieds, ça va beaucoup nous influencer sur le jeu. Il y a beaucoup d'ailleurs de réalisateurs qui trouvent qu'on ressemble quand même pas mal à des acteurs. Parce que c'est vrai qu'on a peut-être une tendance, ou peut-être c'est que moi, mais à jouer aussi le personnage. Puis comme on marche sur place, évidemment, on a une démarche assez particulière. Il faut être un peu dans la tête d'un acteur pour pouvoir suivre son corps et comprendre ce qu'il va faire. Et puis il faut être à la fois un peu dans la tête du réalisateur pour essayer de comprendre quel rapport il entretient avec la manière dont il entend les choses par rapport à une image. Voilà, donc je pense qu'il faut être un petit peu doublement schizophrène. Oh là, pareil, j'arrête là. Ah, donc vous voyez, le bruitage s'est fait un peu on va dire à l'ancienne. Hein. On refait tout ce qu'on voit dans un studio, en synchronisme, donc vraiment pour être le plus réaliste possible vis-à-vis du jeu de l'acteur, vis-à-vis des volontés du réalisateur. Et c'est une vieille technique, hein, parce que le son au cinéma a démarré comme ça, en fait. Il a démarré en studio, simplement parce qu'on n'avait pas les outils pour aller à l'extérieur. On n'avait pas des enregistreurs sur batterie, sur pile. On n'avait pas les micros aussi qui permettaient d'aller à l'extérieur et d'éviter d'avoir les bourrasques de vent en plus du son qu'on voulait capter. Donc pendant à peu près, on va dire des années 30 aux années 50 à peu près, on était vraiment cantonné au studio. Donc le studio était le seul lieu où on enregistrait le son des films. Hein. Donc c'était vraiment indispensable d'avoir... un artificier tel que le bruiteur pour avoir tous les sons qu'on souhaitait, quoi. Alors aujourd'hui, c'est resté un peu cette école de
de reprojeter en studio le montage, toutes les images, et de demander à un bruiteur de tout refaire les présences donc des personnages, les pas, les mouvements de vêtements, la personne qui tapote à son ordinateur, qui décroche son téléphone, toutes les actions en fait des acteurs, et aussi pourquoi pas des animaux. Et cette matière audio va donner un peu le réalisme qu'on a un peu perdu au moment du tournage. On n'a pas réussi à capter tous les sons puisqu'on était principalement cantonné à récupérer les dialogues. Ça va redonner de la vie. Donc c'est bizarre parce que c'est vrai que c'est refait en studio et finalement c'est très utile. Alors c'est parfois difficile parce qu'un réalisateur n'aime pas le bruitage généralement. Donc quand on a l'enregistrement de bruitage, il n'est pas toujours présent. Le réalisateur ne vient pas forcément à la séance. Alors, pour vous redonner un petit peu une idée sur notre fameux film d'1h30, là, où on avait à peu près 2 mois de tournage, donc 4 mois de montage image, 2 mois de montage son, le bruitage c'est généralement 10 jours. Donc en 10 jours, on refait 1h30 de film, et souvent on obtient 16 pistes, où on a d'abord tous les pas, après tous les présences, personnage par personnage, puis toutes les actions diverses et variées. Et parfois, le bruiteur aide aussi le monteur son pour faire des sons d'effet. Si par exemple, vous avez un immeuble qui s'écroule, au moment du tournage, il n'est pas sûr qu'on a réussi à prendre correctement l'écroulement de l'immeuble. Donc en fait, c'est le monteur son qui va ramener plein de matière de ses sonothèques, de sons qu'il a récupérés sur d'autres films. Et généralement, le bruiteur va avoir une petite commande du monteur son en disant « Tiens, j'aimerais bien tel caillou à cet endroit-là, si tu peux intensifier cet écroulement, il me manque un peu cette texture cristalline, brillante. » Et du coup, le bruiteur, avec nombre d'objets complètement étonnants, va refaire les sons en studio. Alors pour vous donner un petit exemple, moi j'aime assez bien enregistrer du bruitage, parce que c'est assez rigolo. Souvent le bruiteur arrive avec des quantités de valises. Il a une voiture, un peu un monospace tout plein de choses. Et en fait, ces valises sont très bien organisées, pourtant c'est un peu le foutoir. Il y en a partout dans l'auditorium. Et un jour, en fait, on avait à l'image, donc on était en forêt, et il se passait pas grand-chose. Puis on voit l'acteur qui démarre un petit feu. Et puis assez vite, il l'éteint, ce feu. Donc en fait, il pousse avec ses pieds des feuilles mortes sur le feu qui étouffent le feu. Donc voilà, au début, le bruiteur refait les crépitements du feu. Donc ça, c'est assez simple. Un crépitement de feu, vous prenez un balai avec de la paille, ou même de la paille, puis vous craquez vos doigts dessus et ça marche très bien, ça fait le crépitement du feu. Et après, parfois, vous pouvez utiliser un peu des anciennes bandes magnétiques qu'on frictionne un petit peu, ça donne une petite texture autre. C'est une addition, façon de son qui vont donner le son qu'on souhaite. Et donc au moment de l'étouffement, donc voilà, il y a donc les feuilles qui viennent étouffer le feu, et tout ce qui était crépitement, c'était très bien, mais je me demandais bien comment il allait faire le feu qui s'épuise, quoi. Donc, et voilà qu'il sort un fer à repasser. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire avec son fer à repasser? Et un torchon. Il me demande d'aller chercher de l'eau, donc on va chercher de l'eau. Il branche son fer à repasser pendant ce temps-là, et puis il humidifie un petit peu son linge, son petit torchon, et il dit « Bon, c'est bon, je suis prêt ». Donc on y va, et en fait, il prend son fer à repasser, qu'il avait bien sûr débranché, et il amène le tissu humidifié sur le fer, et là, c'était nickel, ça fait... Réessayez si vous voulez, débranchez bien le fer à repasser, mais ça fait l'extinction d'un feu. Donc c'est assez rigolo, parce qu'il a dû chercher lui-même comment faire ce son, et il a dû essayer, faire des tentatives, et il a trouvé. Donc c'est assez rigolo, quoi. C'est assez marrant les séances de bruitage, puisque c'est pas toujours avec l'objet à l'écran, dans l'image, qu'on va avoir le meilleur son. Par exemple, un bruit de sécateur, vous prenez un sécateur, c'est vrai que ça fait toujours du bruit dans les films, mais prenez un sécateur, ça fait pas trop de bruit. Tant que vous n'êtes pas en train vraiment de couper une branche, c'est la branche à la limite qui fait du bruit, parce qu'elle est coupée. Et bien en fait, on a toujours envie qu'un sécateur fasse du bruit. Donc en fait, il suffit de prendre 2 cuillères qu'on met dos à dos, et on prend moi j'ai pas assez de mains là, on prend en fait une autre cuillère où on prend le dos de la cuillère dans la main, et on passe à travers les deux cuillères retournées, et ça fonctionne très bien, ça fait un petit clac, 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 clac.
et ça donne le son du sécateur. Voilà. Parfois un bruiteur est aussi amené à faire des aboiements, s'il a un petit peu des ressources vocales animalières, on lui demande de faire des grognements, des choses comme ça. Voilà. Il faut savoir qu'en France, ils sont assez peu nombreux. Les bruiteurs, ils sont à peu près une trentaine en exercice. Il n'y a pas d'école de bruiteurs, pas d'école pour le bruitage, donc c'est souvent un apprentissage sur le tas, c'est-à-dire qu'on a envie d'être bruiteur, ben, il faut arriver à pousser la porte des auditoriums de bruitage, rencontrer des bruiteurs, et puis que l'un vous prenne sous son aile, et puis vous allez apprendre en faisant avec lui pendant quelques années, puis un jour ou l'autre, il va vous dire, bah, écoute, telle production m'a appelé pour tel film, j'ai pas le temps de le faire, vas-y, t'es prêt, et puis là, c'est là où ça commence en tant que bruiteur, quoi. Voilà, donc c'est de l'artisanat un petit peu, hein, le bruitage. Aux États-Unis, ça fonctionne pas tout à fait comme en France. Aux États-Unis, ils ont des bruiteurs, mais autant en France, on va embaucher un bruiteur sur un film. Et sur un autre film, on aura un autre bruiteur. Aux États-Unis, ils ont généralement plusieurs bruiteurs spécialisés et ils vont enregistrer des banques de sons qui vont servir à plusieurs films. Donc c'est pas forcément en synchronisme avec ce qu'on a vu. C'est pas la projection du film en auditorium et l'artisan bruiteur qui refait tous les bruits en synchronisme. C'est un petit peu différent, c'est plutôt créer des banques de sons où après le monteur son ira puiser dedans pour avoir toute la bande son utile au film. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu un bruitage. Si, il y en a. Bon, il y a pas mal de vidéos sur Internet aussi qui présentent un peu le métier. Je ne sais pas si vous avez des réactions un petit peu sur tout ce que je raconte. Oui. Merci. Du coup, j'imagine que ça enlève une certaine forme de réalisme selon les sons, je dis bien, mais si c'est pas vraiment adapté aux images et pas vraiment enregistré par rapport à l'image, est-ce que des fois on a ce sentiment en regardant les images, en regardant le film? Parfois, les films américains, on peut dire que c'est surjoué en fait. Il y a un côté dans le son comme ça où il y a beaucoup de matière. C'est un peu ce qu'on voyait dans le travail du monteur son qui travaille sur un blockbuster. Là, il y a beaucoup de sons. On pourrait presque dire que ça fait un peu trop, quoi. Je dirais que le problème du bruitage qui n'est pas enregistré avec l'image finale, donc en synchronisme, c'est vrai qu'on risque de passer beaucoup de temps à retrouver le bon son dans toutes les banques de sons et on risque d'aller chercher beaucoup de sons pour créer ce qu'on veut. Alors que si le bruiteur était là pour le film, il aurait peut-être en 2 pistes fait les sons utiles, quoi. Donc en effet, je pense que ça manque un petit peu de naturel, quoi, simplement, et puis aussi d'efficacité quelque part, mais c'est pas la même manière de voir les choses. C'est plutôt des corporations en fait beaucoup plus grandes. Si vous voyez le générique d'un film américain, regardez, en anglais, bruitage c'est Foley, F-O-L-E-Y, et parfois il y a plusieurs Foleyman, un qui va faire les portes, un qui va faire les pas, etc., quoi. Donc c'est assez rigolo, parfois on voit l'équipe de bruitage, c'est bientôt 5-6 personnes, alors qu'en France il y a une personne et parfois un assistant, quoi. Donc ça peut être 2 pour aller plus vite. Mais voilà, quoi. C'est vrai que les équipes son aux États-Unis sont souvent aussi importantes bientôt que quand il y a des effets spéciaux, quoi. C'est un peu étrange, mais ils partagent beaucoup le travail en fait. Il y a travail en équipe, mais chacun a un peu son contentement à garder et puis doit gérer telle séquence ou tel type de son, quoi. Donc en effet, je suis assez d'accord, quoi. Ça peut tout à fait avoir ça comme résultat, quoi. Quelque chose d'un peu abusif, quoi. D'accord. Je peux poser une question? Merci. Donc on continue? Vous êtes toujours partant? Alors donc je voulais vous parler un petit peu du sound design. Alors on l'a un petit peu vu, hein, tout ça, ça suit une logique, hein. Le sound design, donc c'est un peu un nouveau terme, hein, qui arrive depuis à peu près 15-20 ans. Quoique, finalement, ça existait aussi un peu avant, mais c'est surtout avec tous les films d'action où ça s'est bien accentué. Et donc vous avez un artificier là, du sound design qui est un Américain, Ben Burtt. Peut-être certains ont déjà vu son nom dans des génériques. Et c'est vraiment le designer de Pixar, de Disney, qui est bien âgé, parce qu'il a quand même déjà la soixantaine, et qui a fait par exemple le sound design de Wall-E. Et Wall-E, c'est assez intéressant parce que
un projet d'animation comme celui-là, ça part donc au niveau du son de rien. On n'a rien du tout, il faut tout créer. Et c'est pas juste un film d'animation de base, hein. On a le côté un peu futuriste et le côté robot, robotique, espace. Donc il y a pas mal de sons à créer qui n'existent pas en fait, hein, parce que dans l'espace il n'y a pas de son. Donc faut savoir que le son se transmet, donc pour pas trop théoriser les choses, mais au niveau technique c'est vraiment une succession de pression et de dépression d'un environnement, donc l'air par exemple, l'eau, etc. Dans l'espace, étant donné qu'il n'y a rien, en fait il n'y a pas de son. Donc tous les films qui se passent dans ces endroits-là, en fait c'est que de la création suivant de l'imaginaire. Alors donc je voulais vous montrer un petit peu le début de ce petit documentaire sur Ben Burtt. On va regarder un petit peu et c'est plutôt rigolo à voir. Et ce qui est intéressant donc sur Wall-E, c'est qu'il y a eu aussi la création d'une voix, la création de la voix de Eve. Et là pour le coup, on a beaucoup utilisé les ressources numériques, les plugins, les effets sonores liés à l'ordinateur, pour vraiment transformer une voix réelle, parce que c'est une voix qui a été enregistrée par une comédienne en studio, qui a été tout retravaillée pour donner une voix de synthèse en fait. Voilà, donc à la fois pour Eve surtout et Wall-E. Et c'est aussi visible, hein, vous pourrez regarder sur internet. Donc c'est en anglais, sous-titré. Voilà. Every sound designer is asked to create some sort of a world in sound. And it's most inspiring when the whole movie essentially requires an original new world of sound. From the background sounds, the ambiances, the wind, the storms, the hum inside a spaceship, as well as the mechanical sounds of motors and robot arms and legs and treads. The big thing that's unique about sound design and animation is the fact that you get nothing for free. You don't get on a set and hear the way the environment sounds naturally, or the way somebody walks across a room, or just their voice. Wally. But in this case, because there isn't dialogue that often, it puts all this emphasis on every little squeak, beep, squawk. Now they all have to mean something. Or you have to be careful that if you use them, people will think they mean something. The sound that Eve and Wally made, that was their character. That was how people were going to connect to them. So you have to be in complete control about whether there should be sound and what sounds they are and how many they are and when they happen. You learn that the most important thing that you can do as a sound designer is to make the right choice for the right sound at the right moment in a film. Ben Burtt is an Academy Award-winning sound designer who did his very first work on the first Star Wars movies. And in many ways, he's considered the father of modern sound design. There are these iconic sounds that everybody knows. And you meet Ben, and it's like meeting your 7th grade science teacher. He is your 7th grade science teacher. He is the guy that you're like, can you explain to me how gravity works? And he will sit down and explain it to you in a way that you completely understand it using sound effects. I wanted to create a sound for Eve's laser gun in her arm. And I discovered years ago that if you strike a slinky-like spring with any object, you don't just get a clunk on the pickup mic or a ping, you get a pew. That happens because the high frequencies travel faster than the low frequencies. So if you listen to the sound far away down the wire, the high frequencies get there first, and then the sort of mid frequencies and the low frequencies. So you get, it's a laser gun. Most of my experience in creating sound has been in an era when you can go outside with a small portable tape recorder and gather sounds in the real world. But I've always been fascinated by the roots of sound design
for movies, which really goes back to the days when devices were built to create all kinds of sounds. Disney had an artist with them for many, many years named Jimmy McDonald, and over the years, he and his team built hundreds of props which were used to create sounds in the Disney cartoons. The Disney style was to use musical sounds for sound effects. If a character impacts on the wall, that hit on the wall will probably be a cymbal crash, or maybe it's a funny timpani drum being struck. If somebody zipped across the frame, you might hear a whistle or a flute. And it worked well because those kinds of musical sounds could be controlled in the studio. Recording equipment in the earliest days was very bulky. You couldn't take it outside and go on location to record a train. And so the artists at Disney would simulate the sound right there in the studio. These gadgets could be played as if they were musical instruments, and the timing of the sounds could be tailored to exactly match the picture. Voilà, donc un petit peu, on arrive là dans cette partie où on est presque sur du bruitage, hein, de nouveau. Et alors juste, je voulais vous montrer un endroit où il explique un petit peu la numérisation, on va dire, du son de la voix de Eve. Disney was also responsible for using one of the most innovative electronic tools for modifying the human voice. Back in the 1940s, the device was called the Sonavox. And this device involved playing a sound over a small pair of speakers. And a performer would hold the speakers against their throat. The train sounds are all on here. And you hold these over your vocal cords and move your lips, like this. All aboard, clear the track. All aboard, let's go. Eve, Eve. The voice of Eve is a modern example of the same technique. In this case, I'm using a device called a vocoder. And you can input into this device a human recording, a human voice at one end. Go ahead. In this case, it's Alyssa Knight. Directivo, directivo, directivo. I like that. And at the other side of the device, you can put in a tone. Directivo, directivo. Changing the performance and giving it electronic nuances. Directive. You wanted to have all the soul of a human being might have in the performance, but you wanted it to sound like the voices were synthesized, that they were coming from a machine. Wally's voice started with recordings I would make of myself. And then it's analyzed and broken up into its component parts within the computer. It changes the volume and pitch of the sound. And the tilt of the pen actually affects the way the sound is resynthesized in the computer. And I can add an additional level of performance to it that way. Wally. Wally. There was probably a year's worth of work. Donc c'est plutôt intéressant, hein, de voir un peu le sound design sur un film d'animation, vu qu'au départ, il n'y a rien, et donc il faut tout créer. Donc il faut tout créer, mais bien sûr, il y a toujours la réalisation qui est là, hein, pour nous aider. Et au moment de l'écriture du scénario, des storyboards, pour un film d'animation, forcément, on a une colonne assez chargée pour le son, parce qu'il faut déjà y penser avant de lancer toutes les images et la création des images, qui est souvent plus longue que pour le son, hein. Mais il faut que le travail du son se fasse un peu en simultané. Parfois même le son, à l'inverse d'une démarche de la fabrication d'un film qui commence toujours par le tournage puis le montage d'image, parfois on a le son en animation qui démarre en tout premier, qui est donc par exemple les enregistrements des voix, pour après mettre toute l'animation labiale sur les petits personnages animés en synchronisme, quoi. Ça peut arriver qu'on inverse les choses. Voilà, donc le sound design aujourd'hui, ça, on va dire, englobe à la fois du bruitage, de la modification de sons réels ou complètement de la création numérique
avec quantité de synthétiseurs, de synthèses sonores diverses et variées, la synthèse granulaire. Ça peut partir de sons musicaux ou pas du tout. C'est de plus en plus présent dans tout type de film, le sound design. Et donc je vous invite, quand vous allez voir un film, essayez de décortiquer un peu ces familles de sons, ce qui vient du tournage, les directs, ce qui a peut-être été refait en studio avec un bruiteur, tout ce qu'a rajouté le monteur son, les ambiances qui arrivent devant, derrière. Et puis après, voilà, ces sons un peu, on va dire, en dessous des autres, mais qui créent une atmosphère, qui ne sont pas de la musique, mais qui s'y rapprochent. Enfin, voilà, c'est assez marrant de décortiquer et d'analyser une bande-son en décortiquant le tout, quoi. C'est pas faux en fait, de plus en plus ça coûte moins cher de demander à un monteur son de faire un peu de sound design que d'embaucher un bruiteur une journée, 2 journées, quoi. Donc c'est vrai que le travail du monteur son devient, on va dire, plus varié aujourd'hui puisqu'il doit vraiment parfois faire de l'enregistrement, aller sur les lieux du tournage, refaire des ambiances ou aller dans un studio, faire quelques bruitages pour après les utiliser, les déformer. Donc en fait la casquette du monteur son devient un peu multiple aujourd'hui, quoi. Mais c'est vrai que ça peut tout à fait arriver que voilà, ça ne fait plus qu'un, quoi, le sound designer, le bruiteur et le monteur son. C'est tout à fait vrai. Alors après, il y a aussi pas mal de gens qui sont des compositeurs de musique et qui en plus font des créations de sound design pour certains films. Donc ça leur permet de rajouter une petite corde à leur arc et puis de aussi trouver un peu plus de projets sur lesquels travailler. Voilà, donc ça dépend vraiment de la production, des envies du réalisateur, d'intervenir, de choisir que les personnes techniciennes qui vont intervenir sur son projet soient multiples pour avoir régulièrement un regard neuf sur son film et pouvoir se faire, on va dire, imaginer avec d'autres personnes, d'autres horizons, d'autres pistes pour donner plus d'ampleur à sa bande-son, d'autres directions. Ou à l'inverse, on a des réalisateurs qui préfèrent être avec une petite équipe qui les suit, même parfois tournage et post-production, que ce soit un peu les mêmes intervenants pour le son. Ça, c'est très varié. Alors, ça peut à la fois être bien et pas bien, quoi. Ça, c'est vraiment la volonté de chacun. Au Fresnoy, on accompagne beaucoup de jeunes artistes et souvent ils sont très frileux de travailler avec des personnalités variées et diverses. Ils ont peur de devoir répéter leurs souhaits, leurs volontés et pas se faire comprendre. Donc c'est pas toujours évident pour eux de se livrer à chaque début d'étape. Montage son, il faut qu'ils expliquent. Bruitage, il faut qu'ils expliquent tout ce qu'ils veulent. Enfin, voilà, ça peut parfois leur paraître pas tout à fait efficace. Et au contraire, moi je leur dis, essayez quand même, vous verrez bien. Si vous n'utilisez pas les sons après un bruitage, c'est pas grave. Vous aurez eu l'expérience de travailler avec un bruiteur et peut-être pour un autre projet plus tard, vous vous en souviendrez et vous en aurez besoin. Donc voilà, ça dépend un peu des volontés artistiques et aussi toujours production. C'est sûr que ça a un coût de travailler avec différentes personnes, de devoir louer des auditoriums pour enregistrer des sons. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur la composition parce que c'est un peu moins ma spécialité, mais sachez qu'il y a un petit film de la Satis sur la composition de musique pour les films, qui est aussi pas mal fait. Je vais plutôt vous parler maintenant du mixage, qui est aussi un peu ma spécialité. Donc, alors, après tout ce qu'on a vu, à votre avis, à quoi sert un mixage ? Quand on a tous ces sons là déjà bien enregistrés, préparés. C'est ça, c'est un peu comme un mastering. En fait, moi je prends souvent l'image de l'entonnoir. En fait, on a toutes nos familles de sons. Ça, c'est ce qu'on va retrouver sur la session de montage son, où on aura eu le travail de l'ingénieur du son et son perchman dans les sons directs, et du monteur son après. Le travail du monteur son sur les ambiances, les effets, le travail du bruiteur sur les pistes de bruitage, le travail du sound designer sur les pistes de sound design, le travail du compositeur, musicien sur les pistes de musique. Donc voilà, on a tous ces sons variés. Et le mixeur, il va mixer. Donc il va appuyer sur un bouton et tout ira bien. Bah, pas tout à fait. C'est pas le mixeur de la cuisine, c'est un peu différent, un peu plus, on va dire, affiné.
Moi, je compare souvent le travail du mixeur aussi vis-à-vis... on prend un autre domaine, le domaine de la cuisine. J'aime bien manger, je pense, j'aime bien le restaurant, donc c'est pour ça. On va dire que le tournage, c'est la liste des courses. Voilà, on va chercher tout ce qu'il y a sur la recette, ou pas, hein, si c'est dans la tête du cuistot. On va tout chercher, ce qu'il nous faut au moment du tournage. On arrive au montage son, on va commencer à découper, on va commencer à pré-cuire, on va essayer de faire les choses, on va ramener différents aliments, donc différents sons dans la poêle, dans les fait-tout. Et arrive le mixeur, et le mixeur, en fait, il va épicer. Il va épicer le plat, il va parfois faire la sauce. Et c'est vrai qu'on pourrait écouter un film sans mixage, mais je pense que ce sera moins bien. Je pense que quand vous goûtez un plat sans épices et sans sauce, on a les aliments plus bruts, quoi, donc forcément, c'est un peu moins bon. Voilà, je dirais que c'est vraiment ça. C'est la personne qui va donner la petite touche finale, le goût, en fait, qui va aiguiser le côté sensitif, parce que finalement, on travaille sur nos sens. Hein. L'ouïe, c'est tout à fait ça. Le l'ouïe en relation avec notre vue et toutes nos émotions. Hein. Faut savoir que le son, on travaille beaucoup de façon cachée. Hein. Si vous écoutez une bande-son d'un film, si vous regardez plutôt un film sans sa bande-son, si ça tombe, vous n'allez pas avoir les larmes qui vont couler, vous n'allez peut-être pas avoir peur. À l'inverse aussi peut être vrai. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer l'image, mais ça fonctionne ensemble, quoi. Il y a vraiment des choses qui sont masquées, précédées par le son. Enfin, voilà, c'est une alchimie. Voilà, donc le mixeur, on va dire que c'est notre saucier, notre épicier. Et c'est un travail de finesse. C'est aussi souvent lui qui a toute la responsabilité du son du film final. Le premier à qui on va s'adresser s'il y a un problème, c'est le mixeur. Ce sera un peu l'entraîneur de l'équipe de foot qui est viré, ce sera le mixeur qui va être viré. C'est un peu ça, quoi. C'est souvent la personne qui a beaucoup de choses sur les épaules. Et d'ailleurs, le moment du mixage, ça se passe dans un auditorium. Et il y a souvent du monde, en fait, derrière le mixeur, puisqu'on a le mixeur, on a généralement le réalisateur, quand même. Et souvent, on a en plus le monteur image, le monteur son. Tous les deux viennent un peu dire comment ils voient les choses aussi. Et on a le passage du producteur, du coproducteur, du producteur exécutif. Donc parfois, il se peut que derrière le mixeur, qui est sur sa console avec ses faders, il y ait 5-6 personnes qui vont aller donner leur point de vue à chaque instant. Alors, c'est pas facile parce qu'il faut qu'il arrive à faire un tri dans tout ce qu'on lui demande et surtout de respecter avant tout la volonté artistique du metteur en scène, du réalisateur. Donc ça, voilà, c'est vraiment... le travail aussi du mixeur, c'est de supporter toute cette équipe derrière lui. Donc c'est pas du tout qu'un travail technique, c'est souvent un travail vraiment de communication. Et voilà, c'est même plus un travail de communication, de relationnel, qu'un travail purement technique. Voilà, donc je vais vous montrer la dernière petite vidéo, un petit bout comme les fois d'avant, sur donc le travail des mixeurs. Donc, il y a un petit résumé d'ailleurs juste avant sur ce qu'on a dit. C'est l'étape de montage d'image là, où en gros on choisit les bonnes scènes. Et le montage son. Et là donc on a des petits faders, c'est ce qui gère les volumes sur une console de mixage. Moi, ce que je donnerais comme définition du mixage, c'est on imagine qu'il y a un couple qui va rentrer dans un restaurant bruyant. Donc, ils vont commencer à timbrer avant de s'asseoir, ils vont s'installer et puis ils vont avoir besoin d'une certaine intimité. Et là, comme par magie, le cerveau va éliminer les bruits environnants autour, la voix va prendre sa position et ils vont pouvoir parler avec un timbre normal. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de rendre dans le mixage. C'est-à-dire que quand on a un univers sonore bruyant, à un moment donné, il faut qu'on puisse recréer ce que le cerveau nous amène à faire tout seul automatiquement. Et donc ça peut être ça peut être aussi, et ça vous est tous arrivé, d'écouter par exemple la conversation d'une table à côté.
Au mixage, on est amené aussi à faire des choses comme ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, si on focalise bien sa concentration sur ce que dit la personne d'à côté, même s'il y a une personne en face de vous qui vous parle, vous n'allez pas l'écouter, mais vous allez entendre celle d'à côté. C'est exactement le même principe pour le mixage. On essaye de mettre en valeur ce que le spectateur doit entendre. Ce qui est formidable avec le son d'un film, c'est que c'est jamais pareil. Et qu'il n'y a pas de recette, c'est-à-dire qu'on va faire ça parce que dans tel film ça a marché, etc. Oui, ça a marché dans tel film, mais dans ce film-là, tiens, ça ne marche pas du tout. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'à chaque fois, c'est aller chercher les choses pour toucher le spectateur, parce que le but, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant nous, il y a eu un tournage, un montage son, et que nous, on récupère un matériau qui est déjà travaillé. On crée pas le matériel brut, et on peut pas prendre les choses telles qu'elles étaient au départ puisqu'elles ont été travaillées. Donc on est dépendant de tout ce qui s'est passé avant. Et ça, faut le prendre en compte, parce que si on décide qu'on arrive en mixage et qu'on donne un coup de pied dans la fourmilière, c'est qu'on n'a rien compris au film, en fait. Je me cale au début. Donc voilà un petit peu ce que dit Mélissa Petitjean, c'est ça en fait. C'est vraiment un nouveau regard qui est là pour suivre ce qui s'est passé avant, mais pourquoi pas quand même proposer de nouvelles directions au réalisateur. C'est-à-dire qu'on a tous ces sons sur notre timeline, donc vraiment notre fichier de montage son avec tous nos sons dessus. Et à chaque moment, on a plusieurs sons, plusieurs choix possibles qui ont été pré-mâchés, ces sons, au niveau du volume, au niveau de la texture, par le monteur son et par tout ce qui s'est passé avant. Mais on peut tout à fait décider, tiens, à cette séquence-là, il y a de la musique, et ben on va laisser que la musique. Voilà. Si ça tombe au scénario, il y avait des dialogues, il y avait l'ambiance, il y avait les effets, il y avait plein de choses. Mais à ce moment-là, tout d'un coup, pourquoi pas essayer avec que la musique, et ça marche. Et du coup, tout d'un coup, on a proposé au réalisateur une autre direction, qui est toujours dans le sens quand même de ce qu'il veut. Hein. Mais c'est quand même une personne, le mixeur, qui amène des nouvelles choses et qui peut du coup modifier finalement un peu ce qui a été fait avant. L'idée étant d'abord de la suivre et puis après de proposer d'autres choses. Quoi. Pour vous redonner un exemple avec Bruno Dumont, il vient souvent au Frénois, hein, c'est pour ça que j'en parle. Chaque film, le mixage est difficile en fait, parce qu'il a travaillé depuis 1 an à peu près sur son film. C'est quelqu'un qui produit beaucoup, hein. Il produit à peu près 1 film par an. En plus, dernièrement, il a eu des commandes pour Arte, peut-être que vous avez vu, hein, Le Petit Quinquin, et de toute façon, il y a sa suite. Donc Bruno Dumont arrive en mixage, il est souvent en fin de travail, et tout c'est très, très enchaîné sur le temps de la fabrication de son film. Donc il est souvent fatigué, et il travaille depuis 15 ans avec le même mixeur. Et c'est toujours un peu de la même manière, c'est qu'il arrive en mixage et il laisse faire le mixeur pendant à peu près 1 semaine. Et puis ils vont écouter le lundi qui suit à Paris, dans un auditorium autre. Et puis en fait, tout d'un coup, ils commencent à dire « non, c'est pas ça que je veux. Je t'ai laissé faire, mais c'est pas ça. » Et ils reviennent en mixage le mardi et on change complètement la donne. Les volumes qu'on a mis en premier plan sur certains sons, tout d'un coup, ça va être l'inverse, on va les mettre en second plan. Voilà, et on fait ça quelque temps, on va réécouter à Paris, et ça va toujours pas. Et il est arrivé une fois sur le film Flandre, qui est d'ailleurs le film qu'il a consacré à Cannes, hein, il a eu le prix du jury, le grand prix du jury en 2006. Et donc sur Flandre, à un moment donné, il nous restait, on avait 3 semaines de mixage, il restait 3 jours, 4 jours peut-être. Et il a carrément dit au mixeur, écoute, ça va pas. On va aller reprendre ce qu'il y avait sur la timeline du montage image. On va oublier le montage son. On va refaire des exports sur ce qui s'est passé au montage image, parce que c'était là où moi j'avais le son que je voulais. Et donc le mixeur est allé rechercher avec le monteur image le son brut, hein, qui avait été synchronisé à peine sur les images. Et là du coup le mixeur a compris. Il dit ah oui, c'est ça qu'il a entendu pendant des mois en salle de montage, et c'est ça finalement qu'il veut. Et c'est vrai que sur Flandre, il y a un son aussi très brut. Malgré tout, il y a quand même du montage son, puisqu'il y a des scènes de guerre, où là, forcément, on a dû tout recréer, puisqu'on n'a pas eu
tout ce qu'il fallait sur place pour faire exploser les quantités de choses. Donc cette partie-là, on a dû les garder montées, mais sinon c'est le son brut finalement du tournage avec très peu de rajouts. Voilà, c'est vraiment des options parfois qui se passent au moment du mixage qui sont assez étonnantes, qui peuvent du coup faire changer un peu les choses et les fusils d'épaule au réalisateur. C'est le dernier moment de toute façon, puisque le mixeur c'est un peu le premier spectateur du film, puisque après lui, ce sera vous les spectateurs qui verrez le film terminé. Donc mixeur c'est le dernier regard, on va dire technique et neuf, avant que le projet soit complètement finalisé. Voilà, j'ai un petit peu fini ce que je voulais vous dire sur les métiers. Je voulais juste vous montrer du coup un petit document sur la fabrication d'un film et puis vous remontrer les étapes, si je m'en sors. Alors, présentation. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions pour tout ce qu'on a vu. Je vais juste vous montrer, voilà, hop, je suis allé un peu trop loin. Voilà, j'en étais là au départ. Donc c'était un peu pour vous montrer les étapes, le timing de tout ce qu'on a pu échanger. Donc après le tournage, en fait, qui rassemble une grosse équipe, on a donc le montage image avec le montage des dialogues, des directs. Très souvent, pendant le montage image, on peut avoir des enregistrements en studio. Et donc là, on a vu la musique, le sound design, le bruitage, mais parfois aussi on fait des voix off. On refait des voix de comédiens qu'on appelle des voix post-synchronisées, c'est-à-dire qu'on refait venir le comédien qui était sur le plateau de tournage en studio pour refaire son texte, parce qu'il y a eu des problèmes techniques, ou bien alors on n'a même pas voulu garder le même texte, ça peut arriver qu'on change le texte. Donc on peut très bien avoir eu des problèmes à l'enregistrement avec l'ingénieur du son, ou alors il n'a pas articulé, ou bien alors on décide de changer quelques mots, enfin ça peut arriver. Donc c'est ce qu'on appelle les voix post-synchronisées. Donc tout ça on fait en studio et on ramène ça sur le montage image. Donc on insère la voix off, on insère la musique, on insère quelques ambiances. Ensuite on a l'étalonnage, on n'en a pas parlé vu que c'est une étape vraiment liée à l'image, c'est la color correction en anglais. C'est vraiment là où on va au niveau de toute l'image, essayer de donner une unité de couleur, ou à l'inverse, sur certaines séquences, avoir des images plutôt chaudes, des plutôt froides, parfois même modifier des petites choses. On va pouvoir effacer des petits éléments de décor en modifiant la colorimétrie ou les niveaux de lumière, de gris, de noir, de blanc. Voilà, après on a donc le montage son, et enfin, donc montage son, hein, j'ai remis direct, ambiance, effet, musique, bruitage, et le mixage. Et généralement le mixage, il y a plusieurs masters. En fait, il y a le master pour la salle de cinéma, et généralement on fait un autre mixage pour la salle de cinéma, mais sans les directs, donc la version internationale. Et en plus, on fait une version télé ou web. Ça peut arriver même de faire une version pour le web, parce que entre les grosses enceintes en salle de cinéma et les tout petits haut-parleurs d'un ordinateur, on n'a pas tout à fait le même résultat, donc on est obligé d'adapter les fréquences de la bande-son pour que ça passe un peu partout. Voilà, c'est la phase en fin de mixage, en fin de travail. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, je peux y répondre ou tenter d'y répondre. Sur Hors Satan. Hors Satan, ouais. C'est un film qui doit dater de 4-5 ans, quelque chose comme ça. C'est assez rude comme film, hein, mais il y a plein d'erreurs pour le son. Enfin, c'est moi qui dis ça, il ne faut pas lui répéter. En fait, par exemple, pour vous donner un exemple, si je comprends votre question, c'est si par exemple tout d'un coup on sait que dans la séquence qui va suivre, il va y avoir beaucoup de sons, une explosion, et ben en fait on crée un micro-silence juste avant pour que l'intensité de notre explosion soit encore plus importante dans le vécu du spectateur. Voilà, c'est sûr que ça c'est au mixage qu'on va travailler ces volumes en fait, et essayer de justement créer de l'émotion, créer de la surprise. Alors il faut qu'il y ait la matière, il faut qu'il y ait les sons, mais toute l'intention finale, c'est le mixeur, et c'est la dernière étape qui va le jouer.
C'est c'est à peu près, voilà, c'est une image, 2-3 images, quoi. C'est très court, quoi. Vous vous en rendez même pas compte, en fait. Hein. C'est un petit trou, voilà, c'est presque du subliminal, c'est ça. Après, ça peut être plus long, hein, aussi. Hein. On peut avoir des séquences entières très silencieuses et la séquence qui suit très, très mouvementée, quoi. C'est vrai qu'avec le son, on n'est pas obligé de coller à l'image. Hein. On peut en effet, tout d'un coup, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des dialogues et pourquoi pas les supprimer. Si vous regardez le début du film sur le scaphandre et le papillon, le travail du son est énorme au départ parce qu'on est vraiment dans la tête, dans la vision, dans les oreilles de la personne qui a eu cet AVC. Et le travail du son est magique parce que vraiment, on y est, quoi. Bon, l'image aussi, hein, y a tout le travail sur le focus, sur la netteté, sur les cadres est très présent. Mais au niveau du son, c'est une magie, quoi. Tout a été préécrit, écrit dans le scénario et tout à fait joué de cette manière-là au moment de la captation des sons, qu'elle ait été faite au tournage ou après en studio, quoi. Ouais, le début de ce film est assez impressionnant. Alors moi j'aime beaucoup de chez Arnaud Despalières le Parc. Si vous regardez, la bande son est avec Jean-Marc Barr, décidément. Donc la bande son est vraiment pour moi magique. Le scaphandre et les papillons, je trouve que c'est très réaliste. Et pour moi, à mon avis, ça a dû être très bien pensé et écrit au préalable. Après, c'est sûr que les derniers films qui ont été finalisés en Dolby Atmos, où vous avez du son qui vous arrive par-dessus. Alors j'ai un trou de mémoire, là, le film avec George Clooney dans l'espace. Et Gravity, voilà. Moi j'ai trouvé que la bande-son était vraiment chouette. Après, il faut les voir, ces films en salle de cinéma, hein, parce que le problème, c'est qu'après, quand on regarde sur Internet, on n'a pas la même bande-son, puisque c'est un deuxième mixage en stéréo, qui n'est pas multicanal, avec une compression des volumes, une compression des textures graves, médium, aiguës. C'est sûr qu'aller au cinéma, c'est là où c'est... En plus, vous en avez un ici, hein, le Kino, donc moi je viens de temps en temps. Donc c'est vraiment là où on a la pureté du son et de l'image, puisque c'est la destination finale du projet. Après, moi j'ai beaucoup aimé le film Sound of Noise, où là je n'ai plus les réalisateurs, c'est un film danois, ou enfin du moins l'Europe du Nord. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est du sound design en temps réel, bien sûr travaillé derrière, hein, mais c'est assez rigolo à voir. Voilà, après, je pense tout film, la bande-son est forcément manipulée, et elle a forcément été travaillée, donc voilà ce que je vous citerai là comme ça, de but en blanc. C'est vrai que j'ai pas trop préparé ma réponse. Mais... Voilà, après, ce qui est intéressant, c'est faites des films, hein, faites des films et exercez-vous au cadre et puis à la lumière et puis au son. Vous verrez qu'il y a plein de choses à faire et à penser en amont, en fait, parce que justement, il ne faut pas être avec sa caméra, son micro et son projecteur. Il faut y penser avant. Il faut avoir fait des essais, des mises en place, des tests, pour qu'après, quand l'équipe elle est là, vous soyez sûr de votre orientation et puis que vous puissiez les diriger. Parce qu'il ne faut pas seulement diriger le comédien, il faut aussi diriger son équipe. Et si vous faites tout seul, vous allez expérimenter, vous verrez que c'est un peu long. Enfin, voilà, il y avait une question. Par exemple, les stations de montage son, en fait, il y en a 3. Il y a Nuendo, il y a Pyramix et Pro Tools. C'est les 3 stations de montage son à l'image. C'est-à-dire où on peut vraiment amener plusieurs pistes images, parce qu'il faut savoir que parfois le montage image varie et évolue pendant le montage son. Donc c'est toujours intéressant d'avoir les différentes versions images sur sa timeline. Voilà, donc là, ces logiciels-là sont plutôt chouettes. Après, Cubase, Ableton, Logic, Reson, Native Instruments, c'est très bien plutôt pour le sound design et la composition. C'est moins adapté pour le montage son à l'image. Pour la musique à l'image, ça va quand même, hein, mais c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est moins aisé. Après, c'est une histoire d'habitude aussi. Hein. Je ne suis pas actionnaire chez qui que ce soit. Hein, donc, mais voilà, après, il y a Audacity qui est gratuit, on peut faire des petites choses plutôt de l'ordre du mastering, parce qu'on ne peut pas faire du multipiste. Mais vous avez des versions gratuites et en démo de ces logiciels-là. Hein. Pro Tools, il y a une version free, Pro Tools First, je pense. Enfin voilà, c'est des logiciels que vous pouvez télécharger et puis utiliser. Et après, surtout, c'est avoir des sons. Avoir des sons, collecter des sons, beaucoup de
de jeunes réalisateurs ont aujourd'hui des petits zooms là, ça coûte pas très cher et c'est vrai que l'air de rien ça se tient dans la poche et n'importe quand on sort son zoom, on prend le son et puis après ce qu'il faut c'est le récupérer, le réécouter, le découper et le renommer correctement et l'archiver pour pouvoir le réutiliser. Parce que si vous faites plein d'enregistrements mais que vous les réécoutez jamais, finalement c'est un peu comme si vous aviez rien fait, quoi. Donc voilà, avoir de la matière image, de la matière sonore, c'est toujours très utile et de pouvoir balader comme ça avec un petit enregistreur qui aujourd'hui coûte plus très cher. Hein. Il y a encore 10 ans, avoir un enregistreur pour le son, c'était tout de suite 1 000 €, 2 000 €. Là, aujourd'hui, pour 200 €, on a quelque chose de correct. Hein. Et après, avoir un bon casque pour pouvoir bien écouter ou 2 bonnes enceintes. Ça, c'est important aussi, d'écouter dans de bonnes conditions. Et puis, aiguisez aussi vos oreilles, n'écoutez pas trop de MP3, parce que le MP3, c'est pas le vrai son. Et si vous avez habitué trop votre oreille à ces formats-là, ben, finalement, vous savez plus trop bien ce que sont des graves et des aigus, puisque dans le MP3, il n'y en a pas. Donc, c'est très réduit, la bande passante. Voilà, donc écoutez le son. Mais aussi dans un lieu, hein, comme ici, c'est assez rigolo de se poser et d'écouter un peu tout l'environnement, tout ce qui se passe autour de nous, et ça peut vous donner des idées en fait pour justement des couches sonores dans tel ou tel projet, des textures sonores qu'il va falloir ramener pour donner de la vie, pour donner de la dimension, de l'espace. Enfin voilà, c'est avoir une écoute analytique même dans la vie de tous les jours.